Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui euh, pour cette 10e conférence en ligne. Et nous avons le plaisir de retrouver notre conférencier du 9 avril, Monsieur Boris Bernabé, qui a volontiers accepté de poursuivre à nos côtés ses réflexions sur l'art et la justice. Je vous rappelle très rapidement que Monsieur Boris Bernabé est professeur des universités, professeur du droit et des institutions et doyen à la faculté Jean Monnet, donc à Paris-Saclay. Et de nouveau, c'est son regard de juriste qui s'appuie sur des œuvres d'art, des œuvres des collections du Palais des Beaux-Arts, avec parfois des prolongements sur des toiles non lilloises pour étayer et étoffer le propos. Je vous laisse donc découvrir ces œuvres et de nouveau Monsieur Boris Bernabé. Merci. Merci, c'est un très grand plaisir, un privilège de vous retrouver. Privilège d'abord d'avoir eu à présenter le 9 avril une première série d'œuvres et de commentaires sur ces œuvres. Privilège prolongé aujourd'hui, puisque je me retrouve très volontiers, bien sûr, devant vous, pour continuer en fait notre discussion sur quelques œuvres magnifiques du Palais des Beaux-Arts. Je souhaiterais tout d'abord, si vous le permettez, dédier cette conférence, cette discussion à Jean-Louis Vidal, sans qui, en fait, je ne me serais probablement jamais intéressé, ou pas comme ça, à la peinture. Alors, nous allons commencer tout de suite. Alors, je dis la peinture, et puis nous allons commencer tout de suite par un objet qui n'est pas de la peinture. Si vous voulez bien partager le document, voilà. C'est un objet peint, mais qui n'est pas de la peinture, c'est du bois peint. Donc, on voit bien ce retable de Saint-Georges magnifique en relief, et qui représente donc Saint-Georges qui terrasse le dragon, hein, ainsi qu'il est dit dans la légende dorée. Même si la légende dorée de Jacques de Voragine est un document qui n'est pas le premier document à mentionner évidemment Saint-Georges, mais c'est le document qui va servir au Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, puisque la légende dorée, c'est vers les années 1260, je crois 66, 67. Donc, à partir de ce milieu du XIIIe siècle, les artistes vont s'inspirer, pour Saint-Georges comme pour d'autres œuvres du reste, de la légende dorée de Jacques de Voragine. C'est en particulier le cas ici, où Saint-Georges, justement, protège la fille du roi de Silène, qui se trouve dans la partie centrale, au-dessus de la tête du cheval. Vous avez la fille du roi de Silène, qui est défendue par Georges, par le chevalier romain, Georges, qui la défend de sa lance. Alors là, on ne voit plus la lance, mais en réalité, elle y était à l'origine, une lance qui vient percer la gueule du dragon. Faut-il ajouter que ce dragon ne meurt pas au coup de lance de Georges. Le dragon sera ensuite décapité par Georges une fois entré dans la ville. Là, nous sommes aux portes de la ville. La fille du roi est donnée en pâture à ce dragon maléfique, et le chevalier servant vient la protéger et vient soumettre le dragon. Donc, il le blesse dans un premier temps. Alors, ça, c'est très intéressant.
cette façon que la légende a de raconter que le saint, le futur saint, à ce moment-là de l'édification de sa légende, va blesser dans un premier temps à l'extérieur de la ville le dragon pour ne le tuer qu'à l'intérieur. En dehors, on va y revenir, des similitudes, bien sûr, des répétitions de cette histoire, des échos avec Persée et Andromède, avec Hercule et Hésione. Au-delà donc de ces échos, sur lesquels je vais revenir, il me paraît, enfin, ce qui m'intéresse moi, en tant que juriste, parce que je le répète, ce n'est pas en tant qu'historien de l'art du tout, hein, que j'ai un œil sur ces œuvres. Ce qui m'intéresse moi en tant que juriste, c'est précisément ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur, l'extérieur de la ville, l'intérieur de la ville, et le fait de blesser à l'extérieur et de tuer à l'intérieur. Alors, ça, c'est très intéressant parce que le retable que nous avons sous les yeux, c'est un retable qui fait la synthèse entre extérieur-intérieur et blessé-tué. Vous voyez que les personnages, à gauche et à droite, ainsi que Saint-Georges lui-même, sont sous des décors sculptés, architecturaux, qui pourraient symboliser, alors oui, qui nous font penser qu'ils sont protégés par une architecture, qui sont à l'intérieur de quelque chose. Alors qu'en fait, Saint-Georges est à l'extérieur de la ville. Du reste, la ville, on la voit aussi sur la gauche, derrière le coude de Saint-Georges. Donc c'est une ville dans une architecture, c'est un paysage d'extérieur dans une architecture sculptée. C'est un très bel ouvrage qui fait la synthèse de ce qui, moi, m'importe dans cette œuvre, dans la signification, dans le sens même de la légende, du reste, pas seulement l'œuvre, c'est ce rapport extérieur-intérieur, blessé-tué. On retrouve ce dialogue intérieur-extérieur, blessé-tué, évidemment, dans d'autres représentations de cet épisode, et notamment l'un des plus célèbres, qui est celui de Carpaccio, que l'on peut admirer à la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni à Venise. Là encore, j'ai eu la chance de pouvoir m'y rendre. C'est vraiment là aussi merveilleux d'avoir devant soi ces œuvres. Ici, vous le voyez, le dragon est blessé dans la gueule encore. Et la ville, vous la voyez, la ville est de l'autre côté d'un lac ou d'une embouchure. Bon. Donc nous sommes vraiment à l'extérieur, et c'est un extérieur chaotique. C'est un extérieur, Michel Serres, vous savez, qui a par 2 fois étudié cette œuvre de Carpaccio. Le premier dans un petit opuscule intitulé Esthétique sur Carpaccio. Le second, d'ailleurs, dont j'ai oublié le titre, mais qui est une sorte de repentir. Il a dit, bon, j'ai écrit ça il y a un moment, je dirais plus tout à fait la même chose. Enfin, il finit par dire aussi un petit peu la même chose. Il ne revient pas, en tout cas, dans le deuxième opuscule, sur l'analyse du bruit et du silence, sur l'analyse du désordre et de l'ordre. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé dès Esthétique sur Carpaccio, dans l'œuvre de Michel Serres, et qui m'intéresse dans les œuvres qui représentent Saint-Georges et le dragon. C'est ce rapport, donc, extérieur, blessure, désordre, bruit, comparativement à intérieur, et là on a un deuxième panneau, si vous voulez bien, voilà, là il est à l'intérieur de la ville, il s'apprête à décapiter le dragon qui lui est désormais totalement soumis depuis la blessure, il est à l'intérieur d'une ville qui,
vous le voyez, est peinte en perspective avec euh, avec le dôme en arrière-plan, peint en perspective, les murs en perspective, les tours en perspective. Euh, donc il y a un ordre. Alors, sur un autre panneau même, euh, qui n'est pas sur le déroulé ici des œuvres, vous avez un épisode où l'harmonie est revenue, est totalement revenue, et l'harmonie est symbolisée dans la peinture par Carpaccio par le fait qu'il y a des trompettes. Il y a toute une sorte d'orchestre, il y a des trompettes euh, qui, 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 euh, qui font sonner leur musique donc a priori harmonieuse. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. C'est ce qui est au fondement d'une approche juridique et d'une approche judiciaire de la vie en commun, si vous voulez, de la cité. C'est qu'une cité, pour être véritablement une cité, il faut qu'elle soit harmonieuse en tout point. À l'extérieur, il peut y avoir du bruit. À l'extérieur, il peut y avoir de la fureur, hein, comme on dit. À l'extérieur, il peut y avoir du désordre. Mais une ville digne de ce nom, une cité digne de ce nom, est nécessairement ordonnée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette cité, il y a nécessairement de l'ordre qui est établi et qui est précisément établi par du droit et de la justice. Voilà, ça c'est et qui est symbolisé dans les œuvres par, alors je vous l'ai dit la dernière fois, par de la perspective, par une construction perspective linéaire, mathématique, parfaitement ordonnée, qui peut être aussi représentée comme le retable de Saint-Georges du Palais des Beaux-Arts de Lille, qui peut représenter donc cette synthèse entre l'ordre et le désordre. Voilà. L'extérieur, c'est le désordre, c'est la fureur, c'est le bruit, ainsi que nous le dit Michel Serres dans Esthétique sur Carpaccio, c'est le bruit. Et l'intérieur, c'est l'harmonie, c'est-à-dire l'ordre établi par le droit et la justice. Voilà. Ça, c'est ce qui me semble être le point le plus intéressant d'une approche de Saint-Georges. C'est aussi ce que dit le texte de Jacques de Voragine. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Saint-Georges est martyrisé par Dioclétien. On y reviendra à la fin de cette heure. Les garants de l'ordre et de la justice, à savoir l'empereur, Dioclétien en l'occurrence, ne sont pas toujours ceux qui mettent le mieux en œuvre l'ordre et la justice dans la cité. Voilà. Alors ça c'est le deuxième effet d'une étude, d'une approche de Saint-Georges, c'est que l'empereur romain va se tromper. L'empereur romain se trompe alors même qu'il est considéré comme la source du droit et de la justice. Ça, c'est la grande, comment dire, c'est la grande citation d'Ulpien, c'est-à-dire ce grand juriste qui était l'ami en même temps d'Alexandre Sévère, qui est mort en 228. Donc Dioclétien, c'est pas tout à fait un siècle après. C'est à l'autre bout du IIIe siècle, hein, le règne de Dioclétien. Donc Ulpien, qui est un juriste qui a été le plus cité dans le Digeste, qui est un des livres majeurs de notre histoire du droit et qui est encore pour beaucoup de ces fragments utilisés dans notre code civil et dans les lois des différents pays européens. Hein. Donc Ulpien a eu cette phrase ce que le prince veut à la force d'une loi. Donc la volonté du prince, mais alors une volonté éclairée bien sûr, une volonté qui est tout entière le fruit d'un long mûrissement dans le cadre d'un conseil qui entourerait le souverain. Donc cette volonté-là a la force d'une loi.
à la force d'une loi. Ça, c'est majeur, si vous voulez. C'est ce qui a fait que c'est ce sur quoi s'est reposé le roi de France depuis le XIIIe siècle, même début du XIIIe siècle, pour commencer à légiférer. Les lois du roi sont des fruits de cette interprétation de la phrase d'Ulpien dans le royaume de France. Bon, donc c'est une phrase extrêmement importante qui montre bien que la volonté du prince est une volonté qui est qui a un effet juridique. Or, voilà, ce que nous montre Saint-Georges ici, ce que nous montrent ses œuvres, c'est que ce prince, qui pourtant a une volonté presque désincarnée, presque divine, qui se transforme en loi, une sorte de parole performative qui serait la loi elle-même, eh bien, ce prince peut se tromper. Voilà, c'est le deuxième effet, si vous voulez, de cette approche de Saint-Georges. Le premier, c'est la cité, ce qu'elle est, sa définition. À l'intérieur de la cité, c'est ordre et harmonie. À l'extérieur, c'est bruit et désordre. Mais à l'intérieur, c'est ordre et harmonie. Mais qui règne dans cette cité idéale? Qui règne? Eh bien, c'est le prince qui règne normalement. Eh bien, ce prince peut se tromper. Voilà, deuxième conséquence, deuxième effet de cette approche de Saint-Georges, le prince peut se tromper. Et ça, c'est très intéressant parce que tout au long du Moyen Âge, on aura, on verra fleurir ce qu'on appelle des miroirs du prince dans tous les royaumes, hein, pas seulement en France, il y en a eu beaucoup en France, mais dans tous les royaumes, le prince est, disons, soumis à une réflexion, ses agissements, sa légitimité sont soumis à des réflexions qu'on appelle des miroirs, où dans ces miroirs, il est indiqué comment le prince peut et doit être bon. Hein, le bon prince, la figure du bon monarque, la figure du bon prince, celui qui est parfaitement juste en toutes circonstances. Voilà. Et donc, Saint-Georges, c'est aussi une manière de dire, attention, voilà quelqu'un qui a défendu la fille du roi, voilà quelqu'un qui a rétabli l'ordre de la cité, et voilà quelqu'un qui, finalement, deviendra un martyr par la volonté même du souverain. Voilà. Donc ça, c'est pour le juriste, c'est une leçon, en fait. Hein. C'est une façon de, 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 de bien, de bien poser les bases de la légitimité de juger ou la légitimité de légiférer. Cette légitimité qui est constitutive d'un ordre. Voilà. On aurait pu aller beaucoup plus loin, j'aurais pu, mais bon, encore revenir sur la perspective. Mais bon, je pense que c'est assez, enfin c'est suffisant. Autre aspect, en dehors de Saint-Georges, autre aspect qui m'a, en déambulant dans le Palais des Beaux-Arts, autre aspect du droit et de la justice qui se donne à voir lors de ces déambulations dans le Palais des Beaux-Arts, c'est effectivement cette représentation de Prométhée enchaîné d'après Rubens. Alors ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, le lien avec le droit est beaucoup moins évident que Saint-Georges, que l'on vient de voir, ou que, par exemple, un tableau comme Judith et Holoferne, que nous avons vu la fois dernière. Où je vous ai montré que mon approche de ce tableau et de ce moment du livre de Judith correspondait à une façon d'observer la preuve, la notion de preuve en droit. Ici, le lien est un petit peu plus lâche, on va dire, un peu moins technique au sens de la technique juridique ou judiciaire. Mais au fond, ce qui fait le lien immédiat, évidemment, c'est le châtiment. C'est la notion de châtiment. Prométhée a commis un acte qu'il ne devait pas commettre, bien sûr, et il est pour cela châtié. Alors,
il est châtié, c'est très intéressant parce que il est châtié pour avoir remis aux hommes le feu, bien sûr, qui est le feu de la connaissance. Alors c'est très intéressant parce que tout de suite, on peut faire le parallèle dans la tradition, euh, dans la tradition biblique, avec la chute, avec le fait que Adam et Ève sont chassés, sont eux-mêmes châtiés, hein, punis, chassés de l'Éden, parce qu'ils ont mangé du fruit défendu, qui est le fruit de la connaissance. Alors on se dit, tiens, voilà, il peut y avoir un parallèle entre le feu, symbole de la connaissance, remis aux hommes par Prométhée, dans la tradition grecque, et le fruit de la connaissance, et donc le châtiment subi par Adam et Ève, pour en avoir, pour en avoir mangé, c'est toujours de la connaissance qu'il s'agit. Oui, sauf que ce châtiment, dans l'une et l'autre tradition, n'intervient pas pour la même connaissance. La connaissance dont il s'agit n'est pas du même ordre. Et ça, c'est assez fascinant. Quand on creuse un petit peu, alors je vous renvoie à un très bel article de Pietro Pucci qui est écrit, enfin, que vous pouvez trouver en français, qui est en français, hein, qui a été écrit en français en 2005 dans la revue Communication. Prométhée d'Hésiode à Platon, c'est très intéressant. Vous pouvez le trouver sur Persée, sur le site Persée. Il nous fait l'histoire littéraire de ce mythe, hein, donc d'Hésiode à Platon. Et Pietro Pucci nous dit que la connaissance dont il s'agit dans le cadre du mythe de Prométhée, ce n'est pas une connaissance qui aboutit à la connaissance du juste, contrairement à la tradition biblique. Alors ça, c'est là le creux, le point du problème, si vous voulez, c'est que Adam et Ève sont chassés de l'Éden. Quand on lit le texte, hein, quand on lit le texte de la Genèse, Dieu les chasse du paradis pour ne pas qu'ils touchent en outre à l'arbre de l'immortalité, maintenant qu'ils ont la connaissance. Et le texte nous dit très bien qu'il s'agit d'une connaissance toute particulière, qu'il s'agit d'une connaissance du juste et du bon. Le texte est sans ambiguïté et nous dit en réalité que, d'ailleurs Dieu lui-même dit maintenant, ils sont comme moi, puisqu'ils savent ce qu'est la justice. Ils ont acquis, à travers le fruit, ils ont acquis cette connaissance du juste, c'est-à-dire ils sont désormais aptes à juger. Et le châtiment, c'est celui de retourner à la terre pour ensuite être jugé. C'est ce que je vous disais du reste la fois dernière, pour ensuite être jugé au jugement dernier. Mais c'est cette connaissance du juste et du bon qui est celle d'Adam et de Ève, et qui n'est pas du tout celle, nous dit Pietro Pucci, qui n'est pas du tout celle que Prométhée offre aux hommes. En fait, la connaissance qu'offre Prométhée aux hommes, c'est une connaissance, c'est la connaissance des arts, c'est la connaissance technique. C'est très intéressant parce que, justement, Prométhée se trompe. Prométhée, il y a une méprise, si vous voulez, dans le geste de Prométhée. Il pensait offrir aux hommes la connaissance totale, la connaissance absolue, en leur offrant le feu, mais évidemment, la justice ne fait pas partie du paquet, si vous voulez, ne fait pas partie du lot. Et ça, Pietro Pucci nous le dit très bien. C'est la connaissance technique pour permettre aux hommes de survivre, d'agir pour survivre. C'est
Alors évidemment, tout ça se resitue, ça est à resituer dans une philosophie de l'action, qui est une philosophie qui est au cœur de la philosophie antique, l'action. Et donc, l'homme doit pouvoir survivre. Et c'est ainsi que le feu symbolise cette connaissance des arts, cette connaissance technique qui permettra à l'homme de survivre. Euh, mais justement, c'est ce que va reprocher Platon dans le Protagoras à, à ce geste de Prométhée. Et Platon dit, bon, c'est bien joli, mais il n'y a pas de connaissance du juste et de l'injuste, de sorte que si l'homme peut survivre pour lui-même ou pour son clan ou pour ses proches, en fait, il n'a pas les clés, qui lui permettraient de vivre en société, de vivre en harmonie en société. On en revient, vous voyez, à cette image, à cette idée de l'harmonie, à cette idée qu'une cité, qui est le lieu de la vie en commun, nécessite un ordre particulier, un ordre juste, nécessairement, ordre juste que ne permet pas la remise du feu par Prométhée aux hommes. Alors ça, vous voyez, c'est particulièrement intéressant et le tableau que nous avons sous les yeux montre ce châtiment terrible. Alors, renversé, hein, c'est assez intéressant, mais parce que le point de vue, au fond, est celui de Zeus lui-même. Nous avons le point de vue de Zeus avec ce point de vue depuis l'Olympe, cette vue plongeante vers la vallée, arrêtée par un tronc d'arbre, et ce Caucase, si vous voulez, qui est le lieu même, du châtiment. Alors, vous voyez la torche qui est en bas à gauche, dans l'angle en bas à gauche de la peinture. Donc, ce châtiment, et pour revenir sur lui, pour en arriver à lui, est un châtiment tout à fait particulier. Vous connaissez l'histoire, hein, enfin, la légende, il se fait manger le foie par un aigle, foie qui repousse. Le foie repousse. Et c'est un supplice qui est donc un supplice éternel, puisque tous les jours, l'aigle vient dévorer ce foie. Alors, ça, c'est vraiment un supplice étrange. Et j'essaie de me creuser la tête pour savoir. Mon interprétation, c'est que c'est le supplice de la culpabilité. Un peu comme on dirait aujourd'hui se manger le foie quand on se sent coupable de quelque chose. C'est encore une expression qui accourt. Euh, le châtiment ici, me semble-t-il, alors ça c'est vraiment une interprétation très 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 personnelle, le châtiment ici, c'est le châtiment de la culpabilité. Pas de la culpabilité, pas au sens judiciaire justement, de la culpabilité morale, euh, c'est-à-dire du regret. Voilà, du regret. D'une certaine manière, le châtiment est là pour vraiment symboliser, aller au fond du regret, si vous voulez. Voilà. Voilà ce que tu as remis aux hommes, tu leur as remis la connaissance technique. Ils n'ont plus vraiment à nous révérer. Et il faut que tu en aies conscience. C'est vraiment, je pense, c'est la culpabilité morale dont il s'agit, et il faut qu'il paye pour cela. Voilà. Bon, ça c'est s'agissant du châtiment, c'est une interprétation totalement libre de ma part. Mais vous voyez, ce Prométhée permet tout de même une analyse en profondeur de ce que peut être la relation à la connaissance et de ce que peut être la relation à la justice. Voilà. Toute connaissance ne conduit pas à la justice. C'est ça que veut nous dire aussi cette méprise de Prométhée qui dérobe le feu, c'est-à-dire qu'il fait la moitié du chemin, il ne dérobe pas tout. Il se trompe à un moment donné, et il donne seulement une partie de la connaissance. Alors c'est une partie intéressante, mais ce n'est pas la bonne partie pour la vie en société. La vie en société, la vie dans la cité, nécessite une connaissance autre,
alors acquise pour le coup par Adam et Ève, symboliquement. Voilà. Alors, euh, autre châtiment apparent, l'un, alors peut-être pas, enfin, il y a beaucoup de très très belles œuvres, mais évidemment, voilà, nous avons au Palais des Beaux-Arts un immense David. Alors un immense dans tous les sens du terme, hein, c'est un très grand tableau. Je n'ai pas les dimensions en tête, mais enfin, ça peut se trouver très facilement. C'est un très grand tableau et un très grand tableau dans l'interprétation. David, pour moi, mais ce n'est que mon avis de juriste, est probablement l'un des peintres les plus intelligents que j'ai eu à, à commenter. Voilà. Ça, c'est très net. Comment dire? C'est un personnage alors, très ambigu, bien sûr, un d'excellent technicien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Intelligent, pourquoi? Parce que les messages qu'il fait passer dans ses œuvres sont des messages d'une très grande puissance. Alors simplement, faut prendre le temps de regarder. Il faut prendre le temps de regarder. Il faut s'asseoir longtemps devant les œuvres ou les regarder sur. Évidemment, il vaut mieux les avoir devant soi. Euh, et ici, il s'agit du général Bélisaire, général et l'un des plus proches amis de l'empereur Justinien. Donc nous sommes au VIe siècle, euh, à Constantinople. C'est-à-dire que la capitale de l'Empire, c'est Constantinople. Justinien a régné de 527 à 565. Justinien a tenté la reconquête de la partie occidentale de l'Empire. Je vous rappelle que l'Empire romain a été coupé en deux. Il y a eu une partie orientale, une partie occidentale, d'ailleurs dès l'époque de Dioclétien, d'abord sous forme de tétrarchie, hein, de gouvernement à quatre, ensuite vraiment Empire d'Orient, Empire d'Occident. L'Empire d'Occident ayant, comme vous le savez, chuté, comme on dit, en 476, puisque le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, a été déposé par Odoacre, un, 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 prince barbare. Bon, c'est à partir de ce moment-là qu'en Occident, on a vu l'émergence donc des royaumes barbares. Je passe sur cette histoire-là. L'Empire en Orient demeure à partir de Constantinople, et Justinien est l'un de ces empereurs qui commence donc à régner en 527. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour le droit, pour l'histoire du droit et de la justice, c'est que Justinien, euh, précisément, est appelé Justinien, c'est Justinien Ier. Euh, et donc dans son nom, il y a l'idée même de justice, il y a l'idée même de droit, puisque vous savez qu'en latin, droit se dit ius, J-U-S. Et cet empereur Justinien va décider deux choses fondamentales pour nous aujourd'hui. La première, c'est la reconquête de l'Empire d'Occident depuis Constantinople. Et la deuxième, c'est la composition de textes de droit. Justinien est l'empereur qui est resté célèbre, un petit peu comme Napoléon avec son code civil, qui est resté célèbre pour avoir composé des livres de droit d'une grande valeur. Alors, il y en a plusieurs, hein, livres de droit. Les plus connus sont ce qu'on appelle le Code et le Digeste, dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Le Code rassemble l'ensemble des lois impériales depuis l'empereur Hadrien
jusqu'à lui-même, jusqu'à Justinien. Donc, depuis le début du IIe siècle jusqu'au début du VIe siècle, ça fait beaucoup de lois impériales, beaucoup de constitutions, on appelle ça des constitutions impériales, qui ont été toilettées, amendées, recomposées pour être mises en accord. Hein. Ce n'est pas simplement un travail de compilation, c'est un travail vraiment de mise en accord de ces textes. Bon. Et le deuxième ouvrage le plus connu, c'est peut-être plus connu encore que le codex, que le code, c'est le digeste. Et le digeste, c'est un recueil très très volumineux de, 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 de sentences de doctrine ou de cas doctrinaux. C'est-à-dire que on appelle ça la jurisprudence au sens classique, c'est-à-dire que enfin, ça n'a rien à voir avec la jurisprudence d'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, vous le savez, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice formant un corps raisonnable de droit, rationnel de droit. C'est ça, la jurisprudence aujourd'hui, c'est les décisions des tribunaux, si vous voulez, et des cours d'appel et de la Cour de cassation. Tandis que la jurisprudence au sens classique, au sens romain, c'est l'ensemble des opinions des docteurs, l'ensemble des opinions des professeurs de droit qui raisonnaient à l'époque par cas. Hein. Ils construisaient des cas pratiques et ils essayaient de les résoudre. Et de cette résolution sortaient souvent des sentences, des proférés, des maximes. Bon. Donc, le digeste est ce recueil de jurisprudence, c'est-à-dire recueil de doctrine, dans lequel on trouve cette citation d'Ulpien que je vous donnais tout à l'heure, ce que le prince veut à la force d'une loi. Mais il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. La chose jugée est tenue pour vraie, par exemple. Res judicata pro veritate accipitur. La chose qui a été jugée est tenue pour être la vérité. Bon, voilà, ça c'est une très grande maxime qui se trouve dans le digeste, d'ailleurs à deux endroits. Il y en a un nombre considérable. Et donc Justinien est à la source de ce travail, de ce très gros travail. Et ce qui est intéressant dans le tableau de David, qui est peint en 1781, donc à une date tout à fait particulière du règne de Louis XVI, hein, vraiment tout à fait intéressante. David nous présente Bélisaire, le général qui a été chargé de procéder à cette reconquête de l'Occident, alors qui ne va pas aboutir, on le sait aujourd'hui bien sûr, qui va en tout cas partiellement aboutir, ou en tout cas momentanément aboutir. Voilà. Bélisaire va aller jusqu'en Espagne. Bon, il y aura une tentative vraiment engagée. Et cette tentative n'est pas que militaire. Elle s'accompagne de cette œuvre juridique pensée par Justinien. C'est ça qui est assez, qu'il est important de retenir, c'est que Justinien a bien conscience que la reconquête de l'Occident ne peut pas seulement passer par les armes. Cette reconquête ne peut pas être seulement militaire. Elle doit être aussi juridique. Et elle doit être aussi linguistique. Ça, c'est très intéressant. Justinien ordonne de composer les livres de droit dont je vous ai parlé en latin. Justinien parlait grec. Il a légiféré en grec à Constantinople. Mais son vœu était justement de restaurer la langue historique de l'Empire. Il a donc fait traduire tous les textes grecs en latin. Donc nous avons ces traductions. Et il a entendu diffuser, en même temps qu'une reconquête pouvait se faire, militaire, il a entendu diffuser ces textes de droit dans l'optique, avec le souhait
que ces textes de droit parviennent à une harmonisation justement du droit et de la justice sur l'ensemble des territoires historiques et reconquis de l'Empire. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a sous les yeux le moment où Bélisère fait l'aumône. Alors, euh, c'est Procope, hein, c'est Procope de Césarée, c'est en fait, c'est l'historien des campagnes de Justinien, qui a été le secrétaire particulier de Bélisère, qui nous raconte que Bélisère, à la fin de sa vie, a été disgracié par Justinien et aurait été énucléé. C'est-à-dire que Bélisère aurait eu les yeux crevés sur ordre de Justinien. Alors ça, c'est un détail tout à fait troublant, enfin intéressant et oui, c'est assez troublant parce que dans l'Empire, euh, dans la tradition impériale, un empereur ne peut pas être aveugle. Pour régner, il faut voir. D'ailleurs, du reste, on ne peut pas être aveugle ni sourd pour régner. Bon, euh, ni muet. Voilà. C'est ni aveugle, ni sourd, ni muet. Il y a de très nombreux passages dans les textes sur le juge aveugle, le juge sourd et le juge muet, qui ne peuvent pas juger les uns ou les autres. Alors, ce qui fait qu'un un prince, euh, un prince qui serait aveugle ne pourrait pas régner, ou un prétendant au pouvoir qui serait aveugle ne pourrait pas régner. Ça aurait été la raison pour laquelle Bélisère aurait eu les yeux crevés, parce qu'il aurait fait de l'ombre à Justinien, il aurait menacé le pouvoir de Justinien. Bon, il n'y a pas vraiment de raison, en réalité, de croire que Bélisère ait menacé Justinien. On n'a pas suffisamment de sources pour, pour garantir cette parole de Procope. Mais c'est l'idée d'un prétendant au pouvoir qui se serait vu disgracié et donc énucléé pour ne pas régner. Voilà l'obol. L'obol, c'est donner à celui qui prétendait au pouvoir et qui ne l'a pas eu. C'est faire survivre celui qui voulait le pouvoir et qui ne l'a finalement pas eu. Alors ça peut être à double tranchant, parce que ça peut être aussi l'injustice de Bélisère, enfin l'injustice de Justinien subie par Bélisère, alors que Bélisère a été son bras droit, a été son meilleur ami. D'ailleurs, ils sont représentés chacun côte à côte avec leurs femmes respectives sur cette magnifique mosaïque de Ravenne. Donc c'était vraiment un très 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 proche, hein, Bélisère de Justinien, qui aurait été donc disgracié par le souverain sur ordre de sa seule parole performative. Je veux que Justinien soit énucléé pour ne pas régner à ma place. Bon, c'est assez, enfin, on peut remettre en doute, hein, cette interprétation, parce qu'en réalité, Bélisère n'est pas celui qui fait œuvre essentielle, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui fait œuvre juridique. Bélisère, c'est le militaire. Justinien reste dans l'histoire pour avoir tenté l'uniformisation du droit, pour avoir tenté la reconquête juridique et judiciaire de l'entier empire. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi j'accorde peu de foi à Procope ici, et qu'au fond, Bélisère n'aurait jamais pu régner, puisque ce n'est pas lui qui a eu cette idée, qui a eu l'idée de rétablir une unité juridique et judiciaire sur l'Empire. Voilà, donc ça c'est l'un des exemples, l'une des lectures. Évidemment, c'est une lecture un peu critique de la monarchie en 1781. Hein, on peut y voir en effet cette critique de l'injustice du souverain envers ses serviteurs les plus zélés. Mais dans l'intelligence qui se déploie sous nos yeux de David, je vais vous donner un autre exemple, hein, très rapide. C'est pour vous montrer à quel point il faut essayer d'aller sous
sous le vernis du tableau, c'est Napoléon dans son cabinet de travail. Ça, c'est la version de Washington. Il y en a une deuxième, quasi identique, pas tout à fait, où on voit donc Napoléon quasiment pris en photo, mais en réalité en train de rédiger les codes. Le lien entre Justinien et Napoléon est évidemment, enfin, doit se faire, bien sûr. Évidemment, le conquérant ne peut pas seulement être un conquérant, ce doit être aussi un législateur. Et le véritable souverain, le véritable empereur, c'est un chef militaire, mais aussi un législateur, un juge, enfin, c'est celui qui offre, c'est pas seulement celui qui fait des conquêtes ou des reconquêtes, c'est celui qui impose un ordre. On en revient encore à cette idée d'ordre et à notre Saint-Georges. C'est celui qui impose un ordre. Alors un ordre, il peut être autoritaire, bon, mais en réalité, l'ordre dont il s'agit, c'est toujours, dans un idéal, c'est toujours un ordre harmonieux. C'est toujours une organisation qui permet de vivre ensemble, de vivre en commun. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que le tableau est divisé en deux parties. Vous avez l'ancien temps à gauche et les temps futurs, les temps annoncés à droite du tableau. Et Napoléon fait le lien, c'est le pivot entre les deux parties du tableau. C'est très intéressant parce que, par exemple, quand on regarde l'horloge, il est 4h13, on se demande à quel moment de la journée, si c'est le 4h13 du matin ou 16h13. Et en réalité, derrière, à gauche, derrière le coude de Napoléon, on voit que il est éclairé par une lampe à bougie et que l'une d'elles vient de s'éteindre et que l'autre est sur le point de s'éteindre. Ça veut dire qu'il a travaillé toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit et il est donc 4h13 du matin. C'est donc un travailleur insatiable, un travailleur que l'on surprend à son bureau en train de rédiger lui-même le code. Alors le code civil peut-être, mais tous les codes, le code civil, le code de procédure civile, le code d'instruction criminelle. Lorsque David peint ce tableau, nous sommes en 1812. Et comment rédige-t-il? Comment rédige-t-il les lois, Napoléon? Ah, il les rédige, enfin, ça ne lui vient pas comme ça, une inspiration divine. Il les rédige parce qu'il s'appuie sur le passé. Il s'appuie sur les œuvres du passé, en particulier les œuvres de Justinien dont je vous ai parlé il y a un instant. Et c'est la raison pour laquelle on voit cette bibliothèque éclairée au fond à gauche. Cette bande lumineuse au fond à gauche, verticale, en fait, nous laisse entrevoir la bibliothèque. C'est un peintre merveilleux que David, parce que il nous dirige vers cette bibliothèque. C'est pas pour rien qu'elle est là. C'est pas pour rien qu'on voit quelques volumes et qu'elle est éclairée, elle est pleinement éclairée à 4h13 du matin. Parce que Napoléon s'y réfère incessamment. Il va consulter les anciens livres de droit pour faire une synthèse. Et une synthèse qui est quoi? La synthèse de la modernité, qui est symbolisée par l'horloge merveilleuse, qui est... pourquoi merveilleuse? Parce elle est remontée par une clé gigantesque. Si vous regardez bien, la clé de l'horloge, elle est éclairée par des éclats de lumière. Or, on se demande pourquoi. C'est pour que l'œil soit attiré par ces éclats de lumière sur cette clé. Et dès lors qu'on remarque cette clé, on remarque qu'elle a un problème, cette clé. Elle a un problème. Pourquoi? Parce qu'elle est énorme par rapport à l'horloge elle-même. Elle est énorme. En réalité, ce mur est assez loin. Si on regarde les pieds de Napoléon, on imagine qu'on est déjà à bien 3-4 mètres de lui. Hein. Le peintre, pour l'avoir depuis les pieds jusqu'à la tête, doit être déjà assez loin de son sujet. Ensuite, il y a toute la largeur du bureau. Et puis, derrière le bureau, il y a encore un assez long chemin jusqu'au mur. Et on peut envisager une distance, hein, avec justement l'éloignement de la bibliothèque, avec le dallage au sol, les carreaux au sol de la bibliothèque. En fait, le mur du fond,
pour avoir en plus toute la hauteur de l'horloge dans le tableau, dans le cadre, il faut que ce mur soit au moins à 10 mètres. Or, une clé peinte à 10 mètres de distance, une clé qui permettrait d'ouvrir une horloge, serait en réalité beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. Or, on sait que David était un peintre extrêmement minutieux. Vous le savez, hein, il peignait d'abord les personnages nus avant de les habiller. Hein, il les dessinait nus dans le tableau, puis il les habillait. C'est un peintre extrêmement minutieux, très talentueux, très précis dans l'anatomie et dans les proportions des choses. Donc il n'a pas pu commettre cette erreur comme ça. C'est qu'il voulait nous donner, évidemment, un signal, quelque chose à voir de curieux, un détail un peu étrange. Et pour nous dire, voilà, la modernité, elle est là. Napoléon, c'est celui qui remonte les horloges. Napoléon, c'est celui qui fait le lien entre la bougie, si vous voulez, et, alors non pas l'électricité qui n'existait pas, mais, enfin qui n'existait pas, si, qui avait été inventée, bien sûr, à la fin du XVIIIe siècle, mais l'éclairage électrique, non, pas encore. Mais voilà, le passé et le futur. Napoléon fait ce lien entre le passé, les œuvres du passé, et le futur qui se trouve. Et en quelque sorte, il est aussi un peu le maître du temps. Voilà, ça c'est la glorification de Napoléon. Bon, voilà le lien qui peut être fait aussi entre la figure de Napoléon et celle de Justinien, dont le Bélisaire de Lille est une des magnifiques représentations. Hein. C'est très intéressant. Le Bélisaire de Lille, c'est montrer Justinien sans le montrer. Ça, c'est aussi une prouesse de David. On parle de Justinien, mais on ne montre pas Justinien. Voilà. Voilà. Alors, le dernier exemple du Palais des Beaux-Arts, pour terminer, c'est Médée de Delacroix. C'est pourquoi en parler à propos du droit et de la justice. On est encore dans cette veine du châtiment. On est encore dans cette veine du châtiment, en ajoutant ceci. Alors, vous connaissez Médée, l'histoire, épouse de Jason, qui va la répudier. Alors, elle va commettre des crimes atroces par amour pour Jason, et finalement, elle va être délaissée par Jason, qui va épouser la fille de Créon. Elle va se venger terriblement. Elle va offrir à cette femme une tunique qui va faire qu'elle va prendre feu. Enfin bon, elle est connue pour être une empoisonneuse terrible. Elle va tuer son propre frère. Enfin, c'est un personnage qui va faire des choses terribles par amour pour Jason. Et elle a deux enfants de Jason, que vous voyez ici peints, de petits enfants qu'elle va tuer pour se venger, de Jason. Voilà, Merméros et Phérès, les deux fils qu'elle a eus de Jason. Alors, acte suprême de folie ou acte suprême de clairvoyance, c'est-à-dire quelle est cette figure de Médée? Est-ce que c'est la furieuse, la folle, qui va jusqu'à assassiner ses propres enfants, ou est-ce que c'est celle qui est au contraire extrêmement froide et qui, pour se venger, va jusqu'à tuer ses propres enfants? Bon, voilà, ça c'est toute l'ambiguïté, bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau de Delacroix, c'est que, comme toujours avec Delacroix, il n'y a jamais vraiment que Médée qui est peinte ici, où il n'y a jamais vraiment que la figure que l'on voit qui soit peinte. C'est-à-dire, sous la figure peinte, il y a autre chose. Sous la figure peinte, il y a autre chose. Ça c'était l'un des grands trucs, si j'ose dire, de Delacroix. Il fallait qu'il y ait quelque chose sous la peinture. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On vient de voir avec David, il n'y a pas quelque chose sous la peinture chez David. Il y a quelque chose dans la peinture, dans la représentation. Avec Delacroix, c'est un petit peu plus décalé, un petit peu plus, alors pas nécessairement plus intéressant d'ailleurs, c'est une autre méthode. C'est que sous la figure, il y a une autre figure.
Et ici, ce qui est intéressant, c'est que sous la figure de la folie de Médée, on va le dire comme ça, il y a la figure de la justice. C'est très intéressant parce qu'elle est peinte comme une allégorie de la justice. Elle a euh, le genou plié vers l'avant. Ça, c'est un signe, c'est le signe de la mansuétude, vous imaginez, c'est le signe de la clémence du juge. Ça, c'est un, une étude qui a été faite par un autre de mes collègues italiens, Mario Sbricoli, dans un article que vous trouverez en français qui a été traduit sur le glaive, sur le glaive et le bandeau, mais aussi le genou. Il analyse, Mario Sbricoli, il analyse toutes les allégories de la justice et il se rend compte que dans l'immense majorité, alors pas la totalité, mais dans la très très grande majorité, ces allégories de la justice ont un genou qui est plié vers l'avant. Et ce genou, il a fait des recherches, il a regardé dans les textes, ce genou, c'est le genou de la clémence. C'est le genou vers lequel le demandeur vient lui-même s'agenouiller. C'est le genou vers lequel on vient s'appuyer pour prier, pour prier le juge d'être et le souverain donc d'être clément dans son jugement. Voilà, ça et donc elle est peinte avec ce genou plié qui est traditionnel dans les allégories de la justice. Elle est peinte aussi alors dans une grotte. Euh, c'est très, là aussi c'est intéressant parce que cette grotte, le fait qu'elle soit dans cette grotte a pour conséquence que le haut de son visage est dans l'ombre, de sorte qu'on a l'impression qu'elle a les yeux bandés. Et vous le savez, le bandeau est l'un des attributs allégoriques, hein, l'un des attributs de la justice. Alors, seulement depuis la fin du XVe siècle. Pardon, qu'est-ce que je dis? Depuis le début du XVIe siècle. Pourquoi? Je vais vous dire en deux mots. À la fin du XVe siècle, donc en 1494 très exactement, on voit apparaître un bandeau sur les yeux de la justice, mais dans un ouvrage qui s'intitule La Nef des Fous, par un juriste qui s'appelle Sébastien Brandt. Et donc cet ouvrage qui reprend les folies du siècle dénonce les gesticulations des plaideurs devant la justice et qui aveuglent la justice. Voilà, c'est une dénonciation. Et le graveur a, a représenté une allégorie de la justice avec un glaive, une balance et un fou avec son chapeau à grelots qui bande les yeux de la justice. Donc si en effet le bandeau sur les yeux de la justice apparaît à la fin du XVe siècle, c'est au départ une représentation euh, péjorative de la justice. C'est une justice aveuglée par les gesticulations des plaideurs. Il faudra attendre la fin du premier tiers du XVIe siècle pour que le bandeau sur les yeux de la justice soit un symbole valable de la justice, un symbole au même titre que le glaive et la balance. Et ce qui est très intéressant, c'est que ici, cette ombre portée de la grotte sur le visage de Médée est une ombre qui lui bande les yeux. Alors, c'est là qu'il faudrait. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on arrive à retrouver dans les écrits de la Croix, mais peut-être, et je n'ai pas encore fait cet effort, peut-être que je vais le faire. En tout cas, c'est une piste intéressante. Il faudrait voir si il a envisagé lui-même l'ambiguïté. Le bandeau qui n'est pas nécessairement un bandeau valable. Ça peut être un bandeau, le bandeau de la mauvaise justice. C'est tout à fait intéressant. C'est m'aider, mais c'est une justice. Mais c'est une justice qui peut être une fausse justice, qui peut être une mauvaise justice. Il y a toujours cette ambiguïté ici chez Delacroix que l'on retrouve dans peut-être le plus célèbre des tableaux de Delacroix, à savoir La liberté guidant le peuple. Liberté guidant le peuple, qui en réalité, je vous le dis tout de suite, ne montre pas la liberté guidant le peuple. Voilà. On pense, mais parce qu'on est éduqué comme ça, qu'il s'agit de la liberté allégorique représentée ici, tenant un drapeau et un fusil, avec son bonnet phrygien, les seins nus d'ailleurs, qui est
qui se voit en correspondance hein, à 8 ans d'écart avec Médée, c'est assez intéressant. On pense que c'est une allégorie de la liberté qui guide le... Pas du tout. Pas du tout. Il n'a jamais nommé ce tableau La liberté guidant le peuple. Ce n'est pas lui qui a nommé ce tableau La liberté guidant le peuple. Et du reste, il y a des détails qui sont quand même troublants. Elle ne guide personne. On pense qu'elle est devant. On pense qu'elle est devant. En réalité, le petit Gavroche, l'étudiant avec sa faluche qu'il y a sur la droite là, du tableau, avec les pistolets à la main, est en avant. Il est devant elle. Hein, il est devant elle. De la même manière, le personnage avec la ceinture rouge et l'espèce de foulard sur la tête et la chemise bleue ne la regarde pas. C'est aussi un personnage qui est très en avant par rapport à la figure dite allégorique, et donc de telle sorte que, si vous regardez bien, aucun des personnages du tableau ne regarde cette figure. Elle est là, elle pourrait ne pas être là. Voilà, elle est là, elle pourrait ne pas être là. Alors, ce qui me fait dire que ce n'est pas une liberté guidant le peuple, c'est qu'effectivement, une autre représentation se cache sous la représentation. Delacroix a commis un hiatus de lumière. Toute la lumière du tableau vient de la gauche, de la diagonale gauche. On voit que la figure centrale est éclairée comme s'il y avait un spot depuis l'angle en haut à gauche du tableau. La figure du personnage qui tient son fusil avec le haut de forme, pareil, est illuminée depuis la gauche du tableau, hein, donc depuis leur droite. Sauf que il y a un personnage en bas, à gauche, quasiment nu, qui n'est pas éclairé depuis la gauche du tableau, mais qui est éclairé depuis le dessus. Il y aurait un trait lumineux, une sorte de rayon de lumière qui descendrait tout droit vers ce personnage nu. Et ce hiatus, évidemment, n'est pas là par hasard. Un peintre du calibre de Delacroix ne peut pas commettre une erreur dans la disposition de la lumière. Ce n'est pas possible, c'est voulu. C'est voulu. En outre, ce qui est voulu, c'est que l'on voit Notre-Dame. Vous voyez, tout à fait à droite du tableau, on voit les 2 tours de Notre-Dame de Paris, dans un angle qui n'existe pas à Paris. On n'a pas de... Enfin, c'est un angle idéalisé. Voilà. Il a voulu peindre Notre-Dame, mais avec les quais, mais on ne voit jamais Notre-Dame de cette manière-là. C'est pas possible. Donc il y a une sorte, dans ce nuage vaporeux, il y a une sorte d'évocation nécessaire dans l'esprit de Delacroix de Notre-Dame. Dans la diagonale, il y a ce personnage du premier plan dénudé, éclairé par le haut. Il y a là, dans cette lumière et dans cette volonté de nous montrer Notre-Dame, absolument, il y a quelque chose à lire. Alors après, il faut se plonger dans les écrits de Delacroix pour comprendre. Ce qui est fascinant, c'est que il avait pour ami, il avait plusieurs amis, mais il avait notamment pour ami Théodore Géricault, le peintre du radeau de la Méduse. Et quand Géricault peint le radeau de la Méduse, Delacroix, ils s'écrivent, hein, d'abord ils se voient, il n'est pas impossible que Delacroix ait posé pour Géricault, et puis ils s'écrivent. Et à un moment donné, on a les lettres, hein, Delacroix lui dit ton radeau de la Méduse est vraiment magnifique, c'est une très belle représentation cachée, alors il n'utilise pas ces termes, enfin en gros c'est ce qu'il veut dire, de la mise en croix de la cathédrale d'Anvers par Rubens. Et en effet, à la cathédrale d'Anvers, il y a une montée en croix de Rubens qui est là. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mât, en effet, on voit derrière la croix, on voit des cordages, et on comprend que Géricault s'est amusé avec son copain Delacroix à représenter sous le radeau de la Méduse la montée en croix de Rubens qui se trouve à Anvers. Quand on comprend ça, on comprend que c'est un jeu entre eux
et on comprend qu'il y a autre chose sous la peinture. C'est là qu'on le comprend. Et sous la liberté guidant le peuple, qui n'est pas la liberté guidant le peuple, il y a autre chose. Il y a ce rapport, à mon sens, et c'est là que ça devient mon interprétation, entre ce personnage qui est en fait un Christ, justement, euh, allongé, et Notre-Dame, qui est la mère du Christ. Donc en fait, ce tableau serait une pietà, le tableau de Delacroix serait une pietà, et alors comment on peut aller jusque-là? C'est un rapport donc de la mère à son fils mort. Il va même jusqu'à peindre des billots de bois pour représenter le bois de la croix, hein, si j'ose dire. Delacroix représente le bois de la croix. Bref. Et d'ailleurs, quand on renverse le tableau, si vous le mettez, si vous le tournez de 90 degrés, la position du personnage en bas est quasiment un personnage de Christ, hein, avec les bras étendus en croix. Alors, ce que voudrait, à mon sens, je crois, nous dire Delacroix, c'est cet épisode des barricades qui a été un épisode détesté par Delacroix, on le sait. Eh bien, c'est que, voilà, vous faites la révolution, mais vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié Dieu, vous avez oublié le Christ. Et vous vouez une gloire éternelle aux idoles. Alors, quelle idole? Eh bien, c'est ce personnage central qui est un personnage antique, et qui est quoi? Qui est une Vénus Victrix, dont parle Lactance dans les institutions divines, pour critiquer Cicéron. Delacroix connaissait Lactance. Delacroix avait une culture classique, on sait quelle était sa culture classique, on sait où il a étudié, on sait où tout ça lui a été enseigné. Et c'est ce fameux épisode des Spartiates qui se retrouvent dans une guerre nez à nez avec leurs femmes, qui sont sortis de la ville pour défendre la ville contre les ennemis. En réalité, chacun et chacune croyait trouver les ennemis, et ils se sont trouvés face à face entre époux et épouses. Et voyant cela, ça a terminé en orgie, hein, c'est ce que nous dit Lactance. Et les Lacédémoniens, donc les Spartiates, ont érigé une statue à la gloire de Vénus Victrix. Et moi, je n'y vois qu'une Vénus Victrix, une Vénus armée, c'est ça. C'est la Vénus au sein nu, armée de son fusil à baïonnette, qui est devenue l'idole de la fureur des révolutionnaires de 1830. Voilà. Et dans ce tas, nous dit Delacroix, dans ce tas de chair et de poudre, vous oubliez l'essentiel, c'est-à-dire la relation d'une mère à son fils. Voilà. Donc, sous Delacroix, il y a autre chose. Hein. Sous la représentation, il y a une autre représentation. Et on est dans le thème. On est à l'extérieur. Et dans cet extérieur se joue quoi? Se joue le désordre. Voilà, à nouveau. Bien écoutez, il est 13h46, il ne me reste plus qu'à vous laisser méditer sur ces derniers éléments, et à vous dire encore merci de votre participation. Merci à vous, Monsieur Barnabé, pour cette brillante conférence. Pascal, est-ce que tu souhaites dire un mot de clôture? Oui, juste moi aussi, enfin, de la part de tous les auditeurs, un immense merci. Comment dire, ces interprétations supplémentaires données à Saint-Georges, Bélisaire et Médée, tout en évoquant la justice et bien d'autres propos, nous ont absolument passionnés, réjouis, passionnés. Alors, donc, merci. Pardonnez-moi, ce que je pourrais faire, vu que c'est vrai que le temps nous a manqué, je pourrais répondre ultérieurement par écrit aux
aux questions qui pourraient être posées. Voilà, je le ferai. Très bien. Donc, très bon après-midi à tous et à toutes, et puis en espérant vous revoir bientôt en ligne, mais aussi, nous l'espérons tous, à partir de mi-mai, de la mi-mai au Palais des Beaux-Arts. Mais heureusement, les conférences en ligne sont là en attendant et se poursuivront d'ailleurs encore par la suite. Bien, merci Juliette, je te laisse la parole. Je pense que tout a été dit. Me reste à remercier nos auditeurs pour leur fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt.